Alain Berthoz, vous êtes neurophysiologiste, membre de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France, où vous occupiez la chaire de physiologie de la perception et de l'action. Vos travaux ont un lien très étroit avec Homo ludens, le corps sportif. Mais avant d'envisager vos travaux, on aimerait savoir quels sont vos rapports personnels au sport, à l'activité physique d'une manière générale. Oui, j'ai pratiqué, comme tout le monde, un très grand nombre de sports. Le ski, la natation, la montagne surtout, même le hockey sur glace. Et donc, j'ai toujours eu un très grand plaisir du sport, pas seulement comme façon de mettre en jeu le corps, mais aussi à cause de ce que ça apporte au cerveau. Et aussi, surtout, les relations sociales, c'est-à-dire le sentiment d'être dans une communauté. Et plus particulièrement, puisque j'en ai fait pendant de nombreuses années, la montagne. École, pas seulement de maîtrise de son corps, de son cerveau, de la décision, mais de la solidarité, une grande école de l'effort. Donc mes rapports avec le sport sont un peu dans cet ordre d'idées, c'est-à-dire une grande école de la vie et de la relation avec autrui et des rapports avec le monde, en général. Parce que très souvent, dans la formation française, l'éducation scolaire, universitaire, l'intellectuel délaisse un peu les activités sportives. Vous êtes un exemple tout de même de cette activité conjointe. Vous savez, on dit souvent que les jeunes les plus brillants sont parfois aussi d'excellents sportifs. Donc, je crois que cette idée que les intellectuels ne s'intéressent pas beaucoup au sport est une idée qui correspond aussi à une image générale que nous avons dans la société française, une espèce de domination de la pensée rationnelle, théorique, comme étant la valeur majeure. Mais en réalité, quand on regarde bien ou quand on écoute bien les gens, même les plus productifs, les plus créatifs, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont eu toujours avec le sport un rapport très intime, que parfois il n'est pas toujours de bon escient de mettre en avant, parce que ça ne fait pas bien. Mais en réalité, je crois que les deux sont très complémentaires. Vous avez une formation d'ingénieur. Comment l'ingénieur que vous étiez en est-il venu à s'intéresser à cet organe particulier qu'est le cerveau? C'est pas évident. Ah non, mais je voulais pas être ingénieur. Moi, je suis entré à l'école des mines de Nancy parce que j'étais pas capable d'entrer à l'école polytechnique ou à Normale. Et je suis allé voir Bertrand Schwartz le premier jour en lui disant que je voulais pas être ingénieur. Il m'a dit, mais faites ce que vous voulez. Il a d'ailleurs dit la même chose à Jean-Claude Trichet avec un certain nombre de mes amis. Et j'ai fait la licence de psychologie à Nancy en même temps que les mines et je suis entré au CNRS pour faire de l'ergonomie, de la physiologie du travail, parce que j'avais le rêve d'améliorer la santé des travailleurs, comme quand j'avais 17 ans où je suis parti en Afrique du Sud pour essayer de supprimer l'apartheid. Donc, non, je ne voulais pas être spécialement ingénieur. Ceci dit, de la formation d'ingénieur, j'ai retenu et j'ai un extraordinaire intérêt, respect aussi pour les technologies. Et je suis d'ailleurs très heureux d'avoir été élu récemment à l'Académie des technologies parce que ça permet aussi de me retrouver dans cette communauté. Et en France, de façon générale, la technologie n'est pas encore respectée, estimée autant qu'elle le pourrait. Donc au fond, j'ai toujours voulu m'intéresser à l'homme dans toutes ses dimensions. J'ai fait le bac philo en même temps que le bac maths par hasard. Donc voilà, c'est ce que je cherchais. Le fait que je suis finalement devenu un spécialiste de physiologie, finalement, c'est-à-dire du fonctionnement, pas seulement de neurosciences, mais de physiologie, c'était déjà dans mes désirs de jeune homme. Vous savez, en montagne, j'ai failli être glaciologue. J'ai travaillé avec l'équipe de Milcan, de Lorius autrefois. Mais finalement, j'avais envie de travailler dans un domaine où on s'intéresse à l'homme, à l'eau, aux autres. Voilà.
C'était surtout ça l'explication. Notre entretien prend place dans une série, Homo ludens. Oui. Euh, Vous avez travaillé donc sur le cerveau comme simulateur d'action, Oui. simulation en interne. Quel lien y a-t-il de manière immédiate entre cette simulation de cet organe particulier qu'est le cerveau et le jeu? Puisqu'Homo ludens, c'est l'homme en tant qu'il joue. Le jeu. Alors, c'est un thème merveilleux. D'ailleurs, si j'avais été courageux, j'aurais pris ça comme sujet d'un de mes cours au Collège de France. Le jeu, c'est la première activité de l'enfant. C'est-à-dire la façon dont le cerveau du jeune enfant prend contact avec le monde. Nous savons maintenant que c'est aussi la façon dont son cerveau construit ce que nous appelons des modèles internes du monde, c'est-à-dire les lois qui régissent le monde, les rapports entre mon corps, ses propriétés mécaniques, le monde. Donc, pour l'enfant, le jeu n'est pas un jeu. Le jeu, c'est la façon fondamentale d'établir des relations avec le monde. Et en même temps, aussi, comme je le mentionnais d'ailleurs il y a un instant, c'est la façon pour le jeune enfant d'établir les relations avec autrui. Alors, il le fait d'emblée, puisqu'au fond, nous sommes des créatures essentiellement intersubjectives. L'enfant a le contact avec la mère, donc nous n'existons pas sans autrui. Mais le jeu est une façon de comprendre, en particulier vers 3 ans, 4 ans, 5 ans, que les autres peuvent avoir une opinion différente de la nôtre, que les autres ont une histoire, que les autres se comportent différemment. Donc le jeu, c'est cette activité fondamentale. Et puis, évidemment, nous en faisons, grâce à notre cerveau et ses complexités, ses capacités d'imagination, nous en faisons quand on devient plus grand dans l'adolescence ou comme adulte, nous en faisons une activité qui devient une activité d'imagination, etc. Mais je pense que d'une certaine façon, le jeu même de l'adulte, quand on joue à Intrigue à Venise ou aux échecs ou même à des jeux sociaux, aujourd'hui les jeux vidéo avec des créatures artificielles dont on parlera peut-être, les avatars, il s'agit toujours d'une certaine façon non pas seulement de se distraire, mais d'aller avec le monde. Et le sport, finalement, s'intègre dans ce désir, finalement, que l'évolution nous a donné, puisque nous sommes les produits de l'évolution, d'aller interagir avec le monde, avec autrui. Voilà un petit peu ma réaction à chaud à votre question sur le jeu. Mais tout à l'heure, vous disiez que lorsque vous étiez jeune ingénieur, vous vouliez aller en Afrique du Sud pour combattre l'apartheid. La compréhension du fonctionnement du cerveau, dans toute sa complexité, dans les apprentissages, etc., ça ne suffit pas. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les acquis des neurosciences ou de la neurophysiologie contribuent aussi au progrès des droits de l'homme, des droits de la femme, peut-être tout simplement du monde dans lequel nous vivons. Je pense aussi, par exemple, à vos travaux récents concernant les terroristes, par exemple. Par conséquent, on voit que le scientifique que vous êtes peut déborder la place étroite qui est celle du spécialiste pour contribuer aux citoyens. Voilà, vous voyez mon visage qui est devenu grave. Il est devenu grave parce que j'ai des raisons familiales et personnelles, d'une part, de m'intéresser à ce qui concerne les droits de l'homme. Et j'ai mené cette bataille depuis longtemps et pour longtemps. Et effectivement, la compréhension du cerveau a des enjeux majeurs, en particulier aujourd'hui, mais depuis toujours, dans les problèmes qui sont ceux de la paix, de la guerre et du comportement de l'homme. Et vous mentionnez le travail que nous venons de faire, effectivement, avec l'Institut d'études avancées de Paris. Nous venons de terminer un cycle de 3 ans pour étudier ce problème très particulier qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est celui des hommes et malheureusement maintenant aussi des femmes
qui sont capables de fusiller, d'égorger une cinquantaine de personnes et ensuite de rentrer à la maison d'être des bons pères de famille ou de bons voisins. Donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux majeurs depuis toujours dans l'histoire et qui font partie des responsabilités des neurosciences. D'ailleurs, aujourd'hui, les neurosciences modernes commencent à travailler sur des problèmes de morale. Et il y a des paradigmes qui sont traités en IRM, qui sont traités aussi en collaboration avec les psychiatres, sur ces problèmes des fonctionnements de notre cerveau moral, finalement. Donc l'acte, pas simplement l'acte sportif, etc., mais la moralité. Et les questions de l'éthique, d'ailleurs, font partie, je suppose, aussi de la problématique du sport. C'est cette double fonction qui est importante, et c'est intéressant de discuter du sport dans cette double fonction qu'il y a, finalement, à la fois de promotion du corps, la performance, etc., et dans cette merveilleuse fonction aussi de symbole, de lien social et de signification éthique. Je crois qu'on peut en parler très librement. Bien sûr. Tout en restant un scientifique. Voilà. Et souhaiter que les acquis de la recherche, en particulier dans les neurosciences, aient des impacts dans la société civile, comme on dit, dans l'enseignement, que tout le monde soit un peu éclairé par... Oui, si vous permettez, oui, dans notre conversation, que je revienne sur certaines de vos expressions, je ne dirais pas seulement d'impact, parce que, exactement comme les relations dont on parlera peut-être entre la robotique, par exemple, et les neurosciences, etc., je dirais de fertilisation croisée, car nous avons autant à apprendre dans les contacts avec la société que nous n'avons à, non pas enseigner, mais à transmettre sur le fonctionnement du cerveau. Donc c'est l'enjeu qui est la difficulté d'ailleurs du travail interdisciplinaire. C'est justement cette fertilisation croisée. Et dans les rapports des neurosciences avec le sport, et dans les recherches qui sont menées par de grands établissements, comme par exemple l'INSEP, mais aussi dans toutes les universités, par les STAPS, etc., il y a cette chose extraordinairement intéressante qui est l'échange entre les approches sportives, je dirais, et les sciences. Vous voyez, donc pas seulement l'impact, mais cet échange de fertilisation qui est difficile à faire, parce que les langages ne sont pas forcément les mêmes. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Entrons dans le vif du sujet. En quoi consistent précisément les sciences de la cognition et en quoi ces sciences nous éclairent-elles sur la physiologie du corps sportif ? Le mouvement des sciences de la cognition, appelons-le un mouvement, puisque nous parlons d'action ou d'acte. Et c'est un véritable mouvement. Il a été lancé par un très petit groupe de scientifiques qui étaient psychologues, philosophes, neurophysiologistes, mathématiciens. D'ailleurs, sous l'impact de Michel Imbert, avec la compréhension et l'aide de Jean-Pierre Changeux à l'époque, vous voyez, de gens très différents, de Petitot, des gens venus d'horizons très différents, dans l'idée d'essayer d'aborder le fonctionnement cérébral, non pas seulement par ses composantes, mais dans une perspective justement de fonctionnement global, intégrant les aspects aussi bien culturels que les aspects de micro-fonctionnement. Et ce groupe a, au fil des années, créé un certain nombre d'outils, des masters, des enseignements, qui ont donné aujourd'hui une génération, on peut le dire, avec une certaine, non pas arrogance ni satisfaction, mais une certaine fierté, et qui ont donné aujourd'hui une génération de chercheurs qui ne sont plus jeunes, qui sont en train de circuler aux frontières des disciplines et qui intègrent mathématiques, mécanique, physique, biologie, anthropologie, etc., pour essayer de comprendre le cerveau. Et les liens avec le sport sont nombreux. Un assez grand nombre de nos élèves, puisque nous sommes maintenant d'une génération qui parle de ses élèves, sont maintenant maîtres de conf, par exemple, dans les universités, dans les départements STAPS, et ont des liens très, très, très étroits avec le monde du sport. Le cerveau, puisque nous parlons de lui, n'est pas simplement une machine qui traite des informations sensibles.
Dans Le sens du mouvement, l'un de vos ouvrages, vous le décrivez comme un simulateur d'action. Oui, dans le sens du mouvement, je n'ai pas été le premier, hein, mais j'ai passé ce message en essayant d'être clair. J'ai effectivement rappelé que le cerveau n'est pas une machine biologique, pardonnez l'expression machine, qui déplaît à certains. Une machine biologique qui ne se contente pas de prendre les informations du monde par les sens et de les traduire par des actions. L'évolution nous a dotés de mécanismes qui nous permettent de simuler dans des boucles internes dans notre cerveau, l'action sans l'exécuter. C'est-à-dire que nous pouvons, comme dans le rêve par exemple, simuler complètement les mouvements sans les exécuter. C'est d'ailleurs déjà sous une forme assez primitive, présent chez les animaux. L'homme n'est pas une créature comme ça, indépendante. On trouve cette capacité de simuler l'action sans l'exécuter, qui est implémentée, le mot n'est pas très beau, mais il est très clair, dans des boucles, par exemple, qui relient des structures comme le thalamus, qui est l'entrée principale des informations dans le cerveau, les ganglions de la base, le cerveau. Il faut voir le cerveau comme fonctionnant comme ça, dans des boucles qui tournent en permanence. Et le rêve est un très bel exemple, parce que pendant le rêve, nous sommes complètement déconnectés du monde. Moi, je fais des cauchemars toutes les nuits, mais ils sont extraordinairement réels. Je suis toujours ravi de me réveiller le matin. Je marche, il m'arrive des tas de choses dans la montagne, dans la mer. Autrement dit, nous pouvons complètement simuler le monde, et on pourra en reparler peut-être à propos du sport. C'est aussi ce qui nous permet d'anticiper, car ces mécanismes de simulation mentale permettent à notre cerveau d'anticiper le mouvement. Et vous savez que dans le domaine du sport, un certain nombre de méthodes sont employées pour jouer sur l'entraînement d'imagination. Bon, on en reparlera peut-être. Le cerveau est donc simulateur d'action, un simulateur d'action, Oui. vous venez de nous en parler, mais il est aussi un comparateur. Si on prend le skieur, par exemple, qui non seulement peut simuler l'action, d'ailleurs on le voit avant de descendre une piste, hein, et en même temps, un comparateur, à chaque phase finalement de la descente, il y a aussi des adaptations, des prédictions et des adaptations aux situations. Non, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps de passer son temps. On ne peut pas en permanence prendre des informations sensorielles, les traiter. Un skieur, mais aussi dans beaucoup d'autres sports, on ne pourrait pas avoir le temps de faire ce qu'on peut appeler des computations mentales. Par conséquent, ce que fait le cerveau, c'est d'avoir des schémas a priori de l'ensemble des informations qui doivent accompagner chaque geste ou chaque action. Et ce qu'il fait, c'est simplement vérifier, au fond, de temps en temps, si les configurations des informations sensorielles qui viennent par le mouvement correspondent à ce qui est anticipé. C'est-à-dire que c'est en cela que le cerveau est à la fois un comparateur et un anticipateur. Et d'ailleurs, c'est à ça que sert à la fois l'entraînement, et pour les skieurs, mais aussi pour d'autres disciplines. C'est vrai, je pense, pour les athlètes qui font la gymnastique, ou c'est vrai pour l'escalade. C'est sans doute à cela que sert l'entraînement mental. C'est à construire des schémas a priori de ce qui doit être rencontré par l'essence dans l'action de ces successions très rapides de mouvements, et ce qui a été prédit. Et c'est en cela qu'une partie du fonctionnement cérébral, dans des structures comme le cervelet ou d'autres structures, consiste essentiellement à comparer ce qui est prédit avec ce qui est effectué. C'est formidable. Quels sont les mécanismes en jeu qui président à la fois à l'imagination et à l'exécution du geste sportif ? L'imagination. Alors, parmi les grandes découvertes des neurosciences, je dirais des 10-15 dernières années, il y a le fait que presque les mêmes structures de notre cerveau sont activées lorsque nous imaginons un mouvement et lorsque nous faisons.
Par exemple, si je tape avec mon doigt sur ma main, comme ça, je mets en œuvre des structures du cortex moteur, du cervelet, des structures qui produisent le mouvement. Mais si maintenant je laisse mon doigt immobile et que j'imagine que je tape avec mon doigt, voilà, eh bien, en fait, dans mon cerveau, des structures très semblables sont activées à celles que j'activais tout à l'heure en tapant avec mon doigt. Ça fait partie de ces mécanismes et c'est tout à fait intéressant parce que cela explique aussi pourquoi on peut modifier, et c'est ça les découvertes récentes, on peut modifier l'anatomie même des structures cérébrales, non seulement par l'entraînement, mais aussi par l'imagination des mouvements, à condition évidemment qu'ils aient été appris. Et donc il y a là une interface extrêmement intéressante, à mon avis, entre la pratique, si vous voulez, de l'apprentissage des gestes sportifs, pas seulement d'ailleurs pour le sport de haut niveau, mais aussi dans sa fonction éducative, à l'école et chez les jeunes, ou même d'ailleurs l'utilisation du sport pour le handicap, pour la récupération fonctionnelle, par le fait qu'on a cet impact très fort, très profond finalement, à la fois du geste, mais aussi de l'imagination. C'est je crois, une des grandes avancées, parce que ça permet aussi, je dirais, de réconcilier l'image qu'on a du corps avec l'image que certains ont du cerveau, qui reste quand même pour beaucoup de monde quelque chose d'un peu mystérieux. C'est le corps-cerveau, le corps en acte, comme disait Merleau-Ponty. Et vous parlez à ce propos d'isochronie. Alors, l'isochronie, c'est une question très particulière. C'est une découverte qui a été faite il y a très longtemps par les psychologues, qui est le lien entre le temps qu'il faut pour faire un mouvement, attraper quelque chose, mais aussi marcher éventuellement dans une pièce ou effectuer un geste sportif, et le temps qu'il faut pour l'imaginer. Et déjà, les psychologues nous avaient dit il y a fort longtemps qu'il y avait une correspondance entre les deux avec des lois qui étaient identifiées. Et c'est d'ailleurs, je crois, Jean Dessetti, puis l'école de Marc Jeanneraud à Lyon, qui a retravaillé il y a déjà maintenant quelques années sur cette question, en montrant qu'il y a effectivement une correspondance temporelle entre l'exécution des gestes et l'imagination, chose qui est très connue, je pense, dans le monde du sport. Et si on se place du point de vue de l'évolution, cela représente des avantages adaptatifs, incontestables. Comment les envisager ? La simulation, tout ça. Tout cela. Oui. À la fois l'isochronie, l'imagination, l'exécution, qu'il faut penser en même temps. Pourquoi l'évolution nous a-t-elle dotés d'un cerveau ? Vous savez, il y a une très jolie image de mon collègue et ami Rodolfo Linas, un très grand biologiste américain. Il décrit cette plante qui est accrochée au rocher dans la mer et qui n'est pas une plante en fait, c'est un organisme, et qui tout d'un coup n'a plus rien à manger. Et cette plante développe un œil, un capteur vestibulaire et un muscle. Et avec ça, elle part de son rocher et elle va sur un autre rocher où elle trouve de quoi manger. Non, et des neurones, quelques neurones, pour coordonner le muscle, le capteur vestibulaire et l'œil. Et grâce à ce petit ensemble, elle se déplace, elle va sur un autre rocher. Quand elle a trouvé ça, elle détruit son cerveau. Le cerveau, il a été développé pour ça, pour finalement permettre de se déplacer dans le monde, de chercher, d'anticiper, de trouver. Et ce qui s'est produit, c'est peu à peu une élaboration de cette machine de plus en plus complexe, avec de plus en plus des capacités d'anticiper, d'imaginer justement, de prédire. Et
Pendant longtemps, au cours de l'évolution, les organismes vivants et les cerveaux ont été d'une certaine façon limités dans leur relation avec le monde, dans les informations qu'ils donnaient. Et là, c'est la grande référence pour cela, c'est von Uexküll, qui a produit ce livre facile à lire d'ailleurs, sur la notion qu'il avait développée de Umwelt, c'est-à-dire le monde tel que nous le percevons. Alors, il avait l'exemple de la tique. La tique, cette malheureuse petite bête, elle est dans les arbres. La seule chose qu'elle connaît du monde, c'est l'acide butyrique et la chaleur. Et quand elle sent quelque chose qui est chaud et qui sent l'acide butyrique, pof, elle se laisse tomber sur notre bras, etc. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, il y a la maladie de Lyme. Donc, elle se laisse tomber, elle suce le sang et elle meurt. Bon. C'est évidemment la tique, elle a un Umwelt qui n'est pas très grand. Elle ne connaît du monde. Alors nous sommes un peu mieux que la tique. Au fur et à mesure de l'évolution, les animaux ont développé comme ça une capacité d'aller chercher dans le monde des informations qui correspondent et qui correspondaient à leur capacité. Et chez nous, il s'est produit quand même un miracle. Chez les primates et chez l'homme, peut-être chez les mammifères en général, mais particulièrement chez l'homme, c'est-à-dire en raison du développement dans nos cerveaux d'un certain nombre de structures comme les parties latérales du cervelet, le cortex préfrontal, toute une série de structures, nous avons pu d'une certaine façon échapper à ce lien obligatoire avec seulement certaines informations utiles pour notre survie. Et c'est ça qui est tout à fait quand même extraordinaire dans le développement du cerveau humain et qui nous donne ces capacités de simuler, d'anticiper, d'imaginer, de créer, sur lesquelles on reviendra peut-être. Et on pourrait ajouter, ce qui est très important, c'est l'imitation. Vous insistez sur l'importance de l'imitation dans l'apprentissage. Là, on peut parler des neurones miroirs, par exemple, Risolati, grande découverte scientifique. Alors, la découverte des neurones miroirs est, pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau, certainement une des découvertes majeures des neurosciences fonctionnelles aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont découvert, c'était une observation faite à l'origine très simple. L'expérimentateur a enregistré dans le cerveau du singe des neurones dans le cortex préfrontal, ici, dans le cortex frontal, qui était activé chaque fois que le singe mangeait un cacahuète. Et puis l'expérimentateur a eu faim, il a piqué un cacahuète au singe, et il a entendu le neurone du singe qui s'activait quand le singe mangeait le cacahuète s'activer. C'est-à-dire qu'en fait, ce neurone n'était pas un neurone prémoteur, mais c'était un neurone qui codait l'acte. Que cet acte soit fait par le singe ou par l'expérimentateur. Déjà, sur le plan philosophique, c'est extrêmement intéressant parce que ça donne une réalité biologique à cette notion de l'acte. Et en même temps, ça donne au cerveau la capacité de comprendre immédiatement le geste d'autrui. C'est-à-dire, si vous faites ça avec la main, dans mon cerveau s'activeront les mêmes structures que celles qui s'activeraient si je fais ça. Donc c'est effectivement une découverte importante. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on attribue à ce système beaucoup de propriétés, peut-être plus que celles qu'elle couvre. Bien sûr, ce système est responsable de l'imitation, ou au moins des modalités les plus élémentaires de l'imitation. Vous savez, quand la maman fait « le bébé immédiatement fait « et quand nous sourions, etc. Donc, cette capacité que nous avons d'entrer en relation avec autrui immédiatement par la compréhension du geste est importante. Dans le domaine du sport, cette découverte a une conséquence importante qui a été traduite par des travaux d'imagerie cérébrale, à laquelle d'ailleurs Julie Grèce, qui est à l'École normale actuellement en neurosciences cognitives, a participé. C'est le fait que si nous assistons sur un terrain de sport ou à la télévision à, par exemple, un match de rugby ou un match de tennis ou un match de football ou à une épreuve de saut
à la perche. Si nous avons pratiqué ce sport, nous simulons dans notre cerveau mieux ce sport que si nous ne l'avons pas pratiqué. Alors l'expérience qui a été faite scientifique a consisté dans la machine, dans l'IRM, à montrer aux sujets soit des danseurs habitués à la danse de la capoeira, soit des danseurs classiques, à intervertir les sujets et à montrer que le système miroir était plus activé, parce que ce n'est pas un neurone, c'est un réseau dans le cerveau, était plus activé lorsque on était soi-même familier. C'est assez intéressant, parce que ça veut dire que lorsqu'on a pratiqué quelque chose, on peut le vivre finalement mieux que si on ne l'a pas pratiqué, d'où l'avantage de l'entraînement. Mais le sportif, dans les stades, dans un gymnase, il invente aussi de nouveaux gestes. Alors comment penser en même temps l'imitation et l'innovation ? Mais c'est tout le problème des bases fondamentales et neurales de la vicariance. C'est-à-dire le fait que notre cerveau peut faire la même chose avec des stratégies différentes. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, mais il a aussi la capacité d'utiliser des circuits qui ne sont pas nécessairement impliqués dans un geste appris, automatique, même un geste dont nous a doté l'évolution par les gènes, si vous voulez, dans le répertoire des gestes que nous avons automatiques, qui sont là dès l'enfance. Donc notre cerveau a la capacité d'aller combiner des structures pour inventer une nouvelle façon de faire la même chose. Pas de la même façon, mais un petit peu différent. C'est aussi tous les problèmes des relations avec l'art. En ce sens, le sport est-il un art ? Par cette capacité à la fois d'imiter et d'innover. Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'on appelle les artisans. Parce que l'art, c'est un métier d'artisan. Picasso était un immense artisan. Beaucoup des artistes sont en fait des artisans dans le sens plein du mot, c'est-à-dire la création à partir du monde. Ça peut être avec de la pâte, de la peinture, ça peut être avec l'outil du crayon, ça peut être avec la céramique, ça peut être avec aujourd'hui le métal. Mais ce qui est extraordinaire dans l'art, c'est cette capacité d'utiliser les outils dont nous a doté l'évolution, à la fois notre corps, notre cerveau et le monde, pour agencer ce monde différemment. Et par conséquent, lui donner une valeur de symbole. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans l'art, et qui fait partie de ce dont vous voulez bien que nous parlions, l'imagination, la création, c'est la capacité qu'ont les artistes d'anticiper. Les artistes passent leur temps à anticiper l'avenir d'une certaine façon. On voit un tableau de Noldet, ou on voit un tableau comme le Cri, par exemple. Ce sont des expressions qui permettent aux artistes à la fois d'être des témoins et en même temps d'anticiper. Et je travaille beaucoup actuellement avec des artistes qui travaillent dans les mondes virtuels à cause de ça, parce que travailler avec les avatars dans les mondes virtuels, c'est une façon d'anticiper le futur. Parce que parler d'art, sans entrer dans le problème de la distinction de l'artisan et de l'artiste, qui est peut-être un faux débat, mais c'est insister aussi, à travers l'innovation, sur à la fois le nouveau, l'imprévisible, et puis il y a l'idée d'œuvre. Il n'y a pas d'art sans œuvre. Par conséquent, parler ou rapprocher le sportif, par exemple, de l'artiste, c'est peut-être dire davantage que cela. Oui.
Mais si vous voulez, je voudrais revenir un tout petit peu sur votre question, le sport est-il un art? Et là, nous échangeons. Vous m'obligez, dans tous les sens du mot, obligation et la courtoisie, vous m'obligez à sortir un peu de la rigueur scientifique, mais à vous dire des choses que je pense. Oui, je pense que le sport est un art dans la mesure où, par exemple, on le voit pour les épreuves olympiques, mais on le voit aussi dans ce qui se passe à l'école, il y a sans arrêt des sports nouveaux qu'on intègre. Et ces sports nouveaux sont des expressions très différentes, qui d'ailleurs sont toutes des gestes extraordinaires. Quand on voit l'évolution des sports Enfin, moi, je suis un amateur en plus, je fais très peu de sport, donc je parle avec beaucoup de modestie de tout ça. Hein. Je crois qu'on l'aura compris. Mais quand je vois l'évolution en ski des épreuves, et quand je vois aujourd'hui les figures, d'ailleurs on parle de figures sportives qui sont faites avec le ski, mais aussi avec... On assiste vraiment à des dessins dans l'espace. Donc, oui, le sport, dans son expression, est l'art, et c'est, je pense, pour les jeunes, une très belle école de l'esthétique, des rapports du corps vivant, du corps, du cerveau et du monde. Oui, oui. Enfin, on aimerait le voir comme ça. Même si ce n'est pas toujours le cas. Même si ça n'est pas toujours le cas. Nous avons des sens. Traditionnellement, on parlait de 5 sens. Vous contestez qu'il y ait 5 sens. On peut ajouter le sens du mouvement, etc. Mais à la limite même, vous contestez que nous ayons à compter les sens, en insistant sur le phénomène multisensoriel qui est à l'œuvre dans nos diverses activités. Alors, donc, question en 2 parties. Non, je ne conteste pas qu'il y ait 5 sens. Nous avons 5 sens. Mais ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est l'évolution et ce que nous sommes. C'est qu'en plus des 5 sens traditionnels, nous avons dans le corps des capteurs, dans nos muscles, dans nos tendons, qui s'appellent la proprioception musculaire et articulaire, qui sont des capteurs qui mesurent les déplacements, les positions de nos membres, de nos muscles, les forces, etc. Donc, nous avons un ensemble de capteurs sensoriels qui sont au fond les capteurs aussi fondamentaux d'ailleurs pour l'exercice du sport. Et nous avons en plus une série de capteurs dont personne ne veut vraiment entendre parler. Je suis très surpris parce que c'est Flourens qui les a découverts en 1842. Dans l'oreille interne, nous avons 3 récepteurs qui s'appellent les canaux semi-circulaires qui mesurent les rotations de notre tête dans 3 plans, référentiel fondamental euclidien, et nous avons 2 capteurs, les otolithes, l'utricule et le sacule, qui mesurent les translations de notre tête. Et ces capteurs fonctionnent ensemble. Donc, et nous avons en plus, dit-on, des capteurs magnétiques, qui sont le reste de ce qu'avaient les oiseaux. Et ça, on en connaît encore assez mal la localisation. Donc nous avons plus que 5 sens. Et il se trouve que l'ensemble formé par les capteurs vestibulaires plus les capteurs sensoriels, ce sont les capteurs et les sens fondamentaux pour nous donner la conscience de notre corps. Et les capteurs vestibulaires, d'ailleurs, sont ceux qui permettent aux sportifs de s'affranchir du sol, de sauter, car c'est une véritable centrale inertielle qui permet, comme pour les oiseaux, de faire ça. Vous savez, moi j'ai mis une vingtaine d'années à essayer de convaincre mes amis, je dis ça avec beaucoup de modestie, mais c'est quand même la réalité, mes amis roboticiens japonais notamment, qui sont en avance sur les humanoïdes, de mettre les capteurs inertiels dans la tête. Parce qu'ils mettaient les capteurs inertiels dans le tronc. Je ne peux pas me lever là, mais si je pouvais me lever, je vous montrerai qu'en mettant la centrale inertielle ici et en contrôlant ces mouvements à partir du sol, comme le font la plupart des robots humanoïdes actuellement, on ne peut pas sauter, on ne peut pas s'affranchir du sol et faire ce que le grand neurologue André Thomas appelait l'équilibre de luxe. Bien, il faut pour ça avoir les capteurs vestibulaires dans la tête, c'est-à-dire au bout. Déjà, les dinosaures les avaient là. Ce qui permet d'aller contrôler
nos mouvements sans avoir le référentiel du sort. Voilà. Donc, nous n'avons pas que 5 sens et il faut répéter que nous avons ces systèmes, notamment le système vestibulaire, qui en plus se projette vers notre cortex et qui est au fond constitutif du soi, de nous, de ce que nous sommes. Alors maintenant, la deuxième partie de votre question, c'était... Que tout geste mobilise finalement un ensemble de sens Pardon, mais vous savez, multisensoriel. je me laisse entraîner. Ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, en particulier dès le cortex pariétal ici, mais bien avant même, fait la fusion de ces informations. C'est-à-dire, on trouve qu'en réalité, dans les premiers relais de chacun des capteurs sensoriels, il y a des informations qui viennent des autres sens. Il n'y a pas des voies séparées des sens, il y a une interaction multisensorielle permanente. Et il y a une reconstruction, notamment, nous le savons depuis assez peu de temps, de façon physiologique, mais c'était déjà dit par de grands neurologues il y a longtemps. Nous avons ici, dans le lobe pariéto-temporal, ici, une aire, la jonction temporo-tempe pariétale. Nous avons une aire particulière où est constitué un schéma corporel, un deuxième nous-mêmes, un schéma de l'ensemble du corps avec les informations sensorielles. Et cette découverte qui avait déjà été faite par les neurologues il y a fort longtemps, ils appelaient ça le schéma corporel, ce n'était pas l'image du corps, mais le schéma corporel, elle est fondamentale parce que c'est ce deuxième nous-mêmes, ce schéma corporel que nous devons entraîner et auquel nous devons apprendre les gestes. C'est-à-dire que l'ensemble des mouvements que nous faisons ne doit pas être simplement appris par la coordination des muscles, etc., mais aussi dans ce schéma que nous avons, et ceci d'autant plus qu'il est responsable aussi de nos relations avec l'espace. Et donc, le message, c'est effectivement, on ne peut plus parler simplement d'interaction multisensorielle, mais il faut aussi parler de ce deuxième nous-mêmes, le schéma corporel, qui est important et qui, chez les patients, et souvent, fonctionne pas très bien. Est-ce que vous pourriez illustrer d'un exemple sportif ces interactions multisensorielles dont nous parlons? Oui, par exemple, la capacité pour les membres de l'équipe de France de football aveugles, en partie de naissance, de jouer au foot. Moi, j'ai eu la chance d'être invité lors d'une émission de télévision à assister à un match de foot de l'équipe de France aveugle, et c'est très impressionnant parce que n'ayant pas la vision, ils arrivent à jouer au foot avec une rapidité, une précision extraordinaire. Alors évidemment, ils sont aidés par l'audition puisque le ballon contient de la grenaille, puisque au moment où ils vont taper au but, quelqu'un tape sur les bords du but pour leur donner un indice acoustique. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent justement, vraisemblablement, de façon tout à fait performante, des informations de leur corps et les informations vestibulaires, je pense, pour s'orienter dans l'espace et mettre en relation, peut-être plus que nous le faisons habituellement, les informations acoustiques, notamment la qualité spatiale des informations acoustiques, où est le ballon, où sont les autres, puisqu'en plus les autres parlent, enfin ils parlent, ils émettent des sons, et le système vestibulaire, qui est ce système responsable de notre orientation dans l'espace. Donc voilà un exemple, à mon avis, un très bel exemple auquel j'ai eu la chance d'assister, de cette capacité qu'a notre cerveau d'aller finalement, non pas seulement remplacer, mais d'aller réorganiser dans une perspective globale les choses. Et puis, nous avons parlé tout à l'heure des entraînements sportifs, où là, vraiment, pendant l'imagination, c'est bien notre double, c'est bien notre corps imaginé qui
va franchir les poteaux, etc. Donc, c'est pas l'essence. Déjà, tout ça est intégré, et est intégré non pas seulement comme nous le faisions il y a peut-être 30 ans ou 40 ans en physiologie, en essayant de comprendre ce que les roboticiens appellent la fusion de capteurs, mais c'est intégré dans un véritable corps agissant. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'on aurait plusieurs systèmes visuels, ou est-ce que c'est un peu abusif? Non, nous avons plusieurs systèmes visuels sur le plan de la physiologie, puisque à partir des informations de la rétine, l'information rétinienne est envoyée dans au moins 5 voies. D'abord, elle est envoyée très vite vers une structure qui s'appelle l'amygdale. Ce n'est pas les amygdales, c'est l'amygdale qui attribue de la valeur. C'est-à-dire quand les gens qui regardent ce film ont vu mon visage, ils ont tout de suite dit « Berthoz, il a l'air sympa, pas sympa ». Ça, c'est 100 millisecondes. C'est l'amygdale, elle attribue de la valeur. C'est envoyé aussi à une structure sous-corticale qui s'appelle le colliculus supérieur, qui, en même temps, mesure le mouvement. Et c'est ce qui permet, par exemple, à Roland-Garros, à Nadal d'attraper un service. Parce que le service arrivant à 150 à l'heure, l'information visuelle n'a pas le temps d'aller par le cortex. C'est trop long. C'est cette structure qui permet au lézard d'attraper une mouche, qui nous permet d'attraper la balle, qui permettait au gardien de but célèbre de l'équipe de France de football, Barthez, d'attraper les pénaltys. Et puis, il y a une autre voie qui est celle souvent dont on parle, mais qui n'est pas la seule, qui va vers le cortex visuel. Le cortex, ici. Et là, c'est pareil, ça se divise en plusieurs voies. Donc, nous avons plusieurs systèmes visuels. C'est le principe que j'ai appelé simplex de modularité. C'est un peu curieux de diviser l'information dans tous ces canaux différents. L'avantage, c'est que ça permet de spécialiser et ensuite d'attribuer des choses. Ça, c'est une chose. Nous avons donc... mais votre question est plus profonde que celle-là, si je la comprends bien. C'est est-ce que nous avons, au fond, plusieurs visions de nous-mêmes? Oui, mais peut-être qu'on pourra en reparler à propos de la navigation, à propos, etc. Oui, le cerveau, à partir de ces différentes façons d'analyser le monde visuel, va ensuite construire, et c'est ça qui est extraordinaire, dans différentes structures, que ce soit l'hippocampe, le cortex visuel, le cortex cérébral, va construire des représentations, j'aime pas trop le mot représentation, mais va construire appelons-le des représentations du monde, et qui seront des représentations, pas des visions, justement, parce que ça va intégrer aussi le mouvement, etc. Des points de vue sur le monde, ou des façons de simuler le monde un peu différentes. Peut-on dire que l'évolution nous a dotés d'un répertoire de mouvements? Oui, alors ça, c'est encore un autre registre. Oui, l'évolution nous a dotés d'un répertoire de mouvements, c'est-à-dire dans nos gènes, comme on le voit chez le bébé, déjà chez l'embryon, dans nos gènes, nous avons un répertoire extrêmement précis de mouvements qui spécifie d'ailleurs, et c'est associé à la morphogénétique, étudiée par exemple dans ses bases moléculaires par Alain Prochian au collège actuellement, c'est-à-dire l'évolution programme, on peut le dire, l'organisation de nos os, de notre squelette, donc aussi de nos gestes qui sont contraints par le squelette, et de l'ensemble de la coordination des muscles. Donc oui, nous avons un répertoire de mouvements. Il n'y a qu'à regarder les danseurs, par exemple, ou même les sportifs, pour voir qu'il y a une contrainte sur ces mouvements. Mais en même temps, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, l'évolution nous a doté de la capacité d'aller prendre ce répertoire et d'aller en combiner les éléments avec des combinaisons nouvelles. Voilà, donc c'est ça, c'est à ça que sert le jeu de l'enfant. C'est-à-dire ça lui permet, et de l'adulte, et c'est à ça
C'est à cela qu'excellent, à mon avis, les sportifs, mais c'est aussi à cela, permettez-moi d'y revenir, qu'excelle l'artisan. Parce que moi, je suis toujours fasciné dans les musées de voir l'ensemble des outils qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui étaient utilisés par les artisans pour créer toutes ces formes extraordinaires. Et donc, l'homme a réussi, justement, en ayant besoin de créer un répertoire plus compliqué ou plus nouveau de mouvements, il a eu besoin de l'aide de l'outil. Voilà. Alors, pendant des siècles, l'outil, c'était un outil. Et aujourd'hui, il y a cette chose tout à fait étonnante que nous allons créer les mondes numériques qui, d'une certaine façon, sont une façon d'aller créer des outils et on crée ces avatars qui nous permettent d'aller faire des gestes que nous ne pourrions pas faire. Continuons notre réflexion. Il y a votre cogito, je pense, donc j'inhibe. On pourrait dire aussi j'agis, donc j'inhibe. Comment penser cette inhibition? Est-ce à dire, par exemple, que des mouvements peuvent être contradictoires? C'est-à-dire que si l'un est exécuté, un autre ne l'est pas? Non, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que la plus grande découverte, à mon avis, une des plus grandes découvertes de l'évolution, c'est l'inhibition. Pratiquement toutes les structures du cerveau qui produisent une excitation, un geste, un mouvement, une pensée, toutes ces structures sont doublées par un mécanisme synaptique, c'est-à-dire d'action sur les neurones, et qui inhibe. Inhiber, c'est pas seulement bloquer, c'est moduler. C'est faire que c'est plus grand, plus petit, c'est sélectionner. Pratiquement pour le mouvement des yeux, par exemple, si je vous regarde et que je fais un petit mouvement de l'œil vers la droite, hop, vers la gauche, par exemple, non, ne déduisez pas du fait que je vais vers la gauche quoi que ce soit sur mon cerveau cognitif. Je garderai bien. Vous en garderiez bien, voilà. Si je fais un petit mouvement de l'œil vers la gauche, qu'on appelle une saccade oculaire, j'ai désinhibé une structure dans mon cerveau qui s'appelle le colliculus, qui est la structure qui me permet de faire des mouvements des yeux vers la gauche, en haut, vers la droite, partout. C'est-à-dire que j'ai dans mon cerveau cette rétine intérieure qui s'appelle le colliculus supérieur, qui contient des neurones qui ne demandent qu'à me faire des mouvements des yeux dans tous les sens. Et cette structure est inhibée en permanence par une autre structure qui s'appelle la substance noire, qui empêche mes yeux d'aller partir partout. Et par conséquent, faire un seul geste de l'œil, ou un seul geste du doigt, ou un seul geste de la jambe, c'est supprimer une inhibition. Agir, c'est toujours désinhiber. Par conséquent, et c'est une grande invention, pourquoi? Parce que pour désinhiber ces neurones qui me permettent de faire un mouvement de l'œil, il faut inhiber le neurone qui inhibe. Et donc, au-dessus de ce neurone inhibiteur, il y en a un autre qui inhibe. Et donc, mon cortex va exciter un neurone inhibiteur qui va inhiber et qui va désinhiber. Et chaque fois que que l'évolution a mis un neurone inhibiteur quelque part, il a permis l'apprentissage, il a permis la sélection, il a permis le choix, il a permis la décision. Autrement dit, l'inhibition, c'est pas simplement ne pas faire. Quand on dit agir, c'est ne pas faire, et c'est ce qu'apprennent aussi, bien sûr, les sportifs sélectionnés. Ça ne veut pas dire simplement bloquer. Ça veut dire introduire tous ces mécanismes dans notre cerveau qui permettent, d'apprendre, et qui sont tous plastiques. Plastiques, pas au sens des plastiques, mais qui sont tous des systèmes neuromodulateurs, d'ailleurs sous l'influence de systèmes chimiques, et qui permettent justement d'apprendre. Voilà. Donc, et toutes les grandes structures du cerveau qui sont importantes dans l'apprentissage, dans la décision, le cervelet, avec ses magnifiques neurones, les cellules de Purkinje qui sont inhibitrices, les ganglions de la base
sont les structures impliquées dans l'action, c'est celles qui sont handicapées dans le Parkinson, par exemple. Le cortex préfrontal, ici, toutes ces grandes structures fonctionnent par des mécanismes excitation-inhibition. C'est une très grande invention qui nous permet justement d'aller innover, d'aller apprendre, d'aller surprendre, comme le fait l'escrimeur, la botte de Nevers. Lagardère. Lagardère, oui. C'est surprendre, c'est ne pas faire ce que l'autre attend que vous fassiez. Voilà. Et bien ça, en partie, le secret, c'est les cascades de mécanismes inhibiteurs. Donc après ce cogito assez peu cartésien, je pense donc j'inhibe, on peut envisager maintenant votre moment presque goéthéen. Au commencement ou au début est l'acte, ou est l'action. Pas le verbe, mais l'action. Oui, vous revenez à une phrase que j'ai mis en exergue à mon premier bouquin, Le sens du mouvement. Oui, nous vivons, en particulier en France, mais en Occident en général, dans une culture magnifique du verbe, du langage, de la pensée rationnelle que nous avons appris des Grecs. Du logos. Oui, du logos. Que nous avons appris non seulement des Grecs, mais aussi des grands philosophes allemands et des grands philosophes français aussi, bien sûr. Et nous vivons donc dans une culture qui met en exergue la pensée rationnelle. Donc, pas seulement le verbe. Le verbe, le problème a été avec l'autisme qu'on a culpabilisé les femmes parce qu'on pensait que l'autisme, c'était essentiellement le langage. C'est une chose. Mais, et cette culture qui a été sans doute une des raisons, un des moteurs les plus puissants non seulement de la pensée, mais aussi d'ailleurs de la technologie occidentale et de ses rapports dans la domination du monde, en même temps est très différente de la pensée extrême-orientale, chinoise par exemple, qui met en avant l'acte. Et moi, j'ai eu l'occasion de lire en particulier le livre de Han Cheng, magnifique, sur la pensée chinoise, et de comprendre ça de façon très, très claire. Mais c'était évidemment connu de tous les gens qui connaissaient cette pensée, de la pensée aussi bouddhiste, etc. C'est-à-dire, et du théâtre d'ailleurs oriental, dont s'inspirent des gens comme Ariane Mnouchkine, hein. C'est l'idée qu'au début est l'acte. Et moi, je dois beaucoup à la lecture que j'ai faite il y a longtemps, quand j'étais jeune ingénieur à l'école des mines, de Merleau-Ponty, puisqu'à l'époque, je suivais des cours de philo, d'ailleurs d'un philosophe qui n'était pas un phénoménologue, c'était Raymond Ruyère, qui est un finaliste. Et épistémologue aussi. Épistémologue, mais qui s'intéressait beaucoup à la biologie. Les livres de Ruyère sont pleins de biologie. Et j'ai été très inspiré par la pensée des philosophes phénoménologues, parce que des gens comme Merleau-Ponty remettaient au début le corps en acte, la notion d'acte, et non pas la notion d'action. Et je vais vous faire... je vais raconter une anecdote. C'est quand je suis entré au Collège de France, le grand grammairien Zemb, qui était là, m'a pris un peu sous son aile parce qu'il est venu me voir en ayant lu ce livre. Il m'a félicité, il m'a donné une bonne note. Il m'a dit « Berthoz, c'est bien parce que vous avez traduit Faust. Au début était le verbe et puis il se reprend, au début était la force et puis enfin il dit non, au début était l'acte. Vous l'avez traduit par été l'acte et pas l'action. » Et tout à l'heure, nous avons parlé des neurones miroirs. Les neurones miroirs ne codent pas l'action. Ils ne codent pas l'action du geste. Ils codent l'acte. Et Rizzolatti et son école a découvert que c'est, non pas ces neurones, mais ce système, parce que c'est plusieurs aires, hein, c'est un réseau. Ce réseau est capable aussi de reconnaître l'intention de l'acte. C'est l'intention d'agir. Par exemple, l'intention de prendre une... Donc c'est vraiment intéressant aujourd'hui ce lien qu'il y a entre la pensée philosophique de l'acte et le fonctionnement de notre cerveau, qui n'est pas simplement une machine
comme vous le voyez, qui s'occupe des muscles et des mouvements ou qui fait l'intégration des sens, mais vraiment qui nous replace dans le monde en essayant d'y trouver une signification. L'acte qui ne se réduit pas à la motricité. Exactement. Merci de cette formulation tellement synthétique. L'acte, donc attention entre l'action et l'acte, qui procéderait d'un dialogue entre le corps et son double. Oui, nous en avons parlé il y a un moment. Alors, précisons cela, approfondissons cela. Les neuropsychologues, en particulier de la grande école de neurologie française, à l'origine de la Salpêtrière, mais aussi allemande, etc., avaient décrit il y a très longtemps les phénomènes appelés de autoscopie et autoscopie sortie du corps, qui sont ces phénomènes, ces perceptions des patients neurologiques qu'ils sortaient de leur corps. Et donc, ça n'était pas de la parapsychologie, c'était vraiment la neurologie des patients qui avaient l'impression qu'ils étaient dédoublés. Alors, il y a un pendant de ces découvertes dans la littérature. Vous savez que Gilgamesh avait un double, Dostoïevski, tous les poètes. Donc, dans la littérature, il y a aussi une description, depuis toujours, de ces dédoublements. Donc, à la fois les neurologues et pas les artistes aussi, d'ailleurs les artistes, et les écrivains nous avaient alertés sur le fait que nous avons dans notre cerveau des mécanismes qui nous dédoublent. Et les montagnards aussi, puisque nous parlions du sport, des montagnards arrivant à quelques centaines de mètres du sommet du Kilimandjaro, pour ne pas parler de l'Everest, dans un état d'anoxie, se percevaient tout d'un coup en train d'aller au sommet. Dédoublement. Et même nous, dans une forte fièvre, nous pouvons avoir au-delà de 40, moi j'ai eu jusqu'à 41,5 il n'y a pas longtemps, j'ai pas eu de dédoublement, mais dans ces cas-là, on peut avoir ces sentiments. Donc nous avons un double de nous-mêmes qui est celui qui s'active dans le rêve, dans des maladies, les membres fantômes. Vous savez que si vous me coupez le bras, éventuellement, j'aurai un bras fantôme. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce bras fantôme, je le percevrai en mouvement. C'est ce que nous rapportent les gens qui ont des bras fantômes. Une de nos collègues en Finlande a fait de très belles études utilisant l'imagerie cérébrale en MEG, magnétoencéphalographie, d'une dame qui avait un bras fantôme. Et cette dame, elle était très embêtée parce qu'elle allait au supermarché. Et elle était très embêtée parce qu'elle avait un seul panier, mais elle avait l'impression qu'elle en avait 3. Donc, nous avons un double de nous-mêmes, oui, nous avons un double de notre corps, mais pas simplement de notre corps physique, de notre corps dans ses relations avec le monde, l'espace. Un corps mental, on peut parler? Oui, parlons de corps mental, oui. Et nous avons d'ailleurs sans doute d'autres structures qui nous permettent attention au mot, de regarder ce corps. Nous avons une structure ici, dans le cortex occipital, qui est le précuneus, qui avait été appelé the mind's eye, le regard du cerveau, qui est une structure qui a sans doute la capacité d'aller observer ce qui se passe, comme dans d'autres structures, le cortex singulaire, par exemple ici. Nous avons des structures qui sont capables d'aller regarder la différence entre ce que nous voulons faire et ce que nous faisons. Donc nous avons à la fois des doubles mentaux et des capacités d'aller vérifier. Et c'est pas nous ne sommes pas dans le mystère, nous sommes bien dans le fonctionnement cérébral, et c'est en cela que ces découvertes des neurosciences sont intéressantes, à la fois pour l'apprentissage, parce qu'à ce moment-là, apprendre, c'est comprendre ces relations, et c'est aussi intéressant pour la psychiatrie aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque, par exemple, Descartes cite l'exemple du membre fantôme, c'est pour disqualifier nos sens et mettre en doute la réalité sensible. D'abord, ce n'est pas votre cas. D'autre part, qu'il y ait un double ou un dédoublement, ça ne vous conduit pas à une nouvelle thèse dualiste. Ah non, pas du tout. Je vous remercie. Je dénonce
je dénonce avec beaucoup d'humilité. On est bien d'accord là-dessus. J'ai une position de scientifique, même si je me permets, et en particulier par votre incitation, de généraliser. Non, je dénonce un certain nombre d'approches, y compris philosophiques aujourd'hui, mais aussi scientifiques, que j'appelle crypto-dualistes. C'est-à-dire des collègues ou des gens qui, en fait, pensent qu'il y a une séparation complète entre l'âme et le corps, entre l'esprit et le corps, et qui finalement dissimulent ça aujourd'hui en utilisant certaines des données des neurosciences pour essayer de soutenir ces thèses-là. Donc il faut être très attentif. Il y a eu au Collège de France, il y a quelque temps, un très beau symposium organisé par Frédéric Worms et Anne Fagot-Largeau sur Bergson. Et on m'a demandé d'essayer de voir dans Bergson ce qu'il pouvait y avoir de moderne et de lien avec les neurosciences. Alors, j'ai dû relire tout un été certains des livres de Bergson. Et Bergson était un vrai dualiste au fond. Hein. Il disait il y a la même séparation entre le corps et l'esprit qu'entre le manteau et la patère sur lequel on le soutient. Mais il y a des intuitions dans Bergson absolument remarquables sur ces-là. Oui, donc ce dont nous parlons aujourd'hui sur l'acte, sur la différence entre l'action et l'acte, sur le double, aujourd'hui, et en particulier depuis une dizaine d'années, depuis que nous nous étions rencontrés, font l'objet de débats extrêmement intéressants aux frontières des différents points de vue, finalement, sur le dualisme. Peut-on faire très rapidement, comme ça, le point sur les acquis des neurosciences depuis 10 ans? Il y a des avancées, j'imagine, très considérables. Ce sont des sciences en pleine effervescence. Oui, donc il est prévu là une dizaine d'heures de réponse à cette question. 20, un mois. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment des découvertes majeures qui ont été faites dans les 10 dernières années, par exemple? Oui, des découvertes majeures qui ne sont pas seulement dues à l'imagerie cérébrale. L'imagerie cérébrale, IRM, électroencéphalographie, magnétoencéphalographie et les enregistrements intracrâniens. Moi, j'ai travaillé avec mes amis à Grenoble, chez des patients chez qui on peut mettre des électrodes dans le crâne pour enregistrer l'activité neuronale. Donc, l'ensemble de ces approches nouvelles ont permis de comprendre mieux le fonctionnement cérébral. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Avec, en plus, les progrès de l'anatomie. Par exemple, tout ce qu'a fait l'école de Denis Le Bihan, en particulier qui nous permet de comprendre aujourd'hui les rôles des faisceaux, etc. Cette nouvelle neuroanatomie cérébrale est tout à fait extraordinaire. Les progrès de la neurochimie sur la dopamine, la sérotonine, etc. Et le rôle, par exemple, pour les émotions, dans les relations émotion-cognition, des grands systèmes dopaminergiques et des grands systèmes de décision, des systèmes cognitifs. Les progrès qui sont faits sur des modèles animaux, même si cela choque, et je peux le comprendre, certains enregistrements chez le singe, puisqu'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus rien chez le chat, mais des enregistrements chez la souris, chez le rat, de l'activité neuronale. Parce que l'imagerie donne des images, l'IRM. Mais maintenant, d'ailleurs, il y a des progrès extraordinaires. Mais enregistrer les neurones permet de comprendre la mémoire, par exemple, des grands progrès. Le prix Nobel qui a été donné sur la mémoire il y a 2 ans, on est un témoin. Ce sont des gens qui ont travaillé chez la souris et le rat et le singe. Donc tous ces progrès ont fait avancer. Mais ce qui est tout à fait formidable, je crois, depuis quelques années maintenant, c'est aussi le rapprochement avec la biologie moléculaire et la génétique. Et on assiste aujourd'hui à des ponts entre ces neurosciences fonctionnelles et ces neurosciences moléculaires et génétiques tout à fait remarquables. Et aujourd'hui, nos collègues généticiens utilisent aussi des modèles comportementaux. Et puis, il y a tout d'un coup l'épigénétique. Vous savez, ma chaire au Collège de France, je crois que mon numéro de chaire au Collège de France
a été confiée, je crois, à Edith Heard, ou en tout cas, c'est elle qui est au collège maintenant, même si ça n'est pas sur mon numéro de chaire. Et je suis très heureux qu'au collège actuellement, tout l'aspect fonctionnel soit pris en charge par Stan de Haan et tout l'aspect de l'épigénétique, parce que là, ça va être formidable comme pont entre les aspects fonctionnels, l'effet de l'environnement, l'effet de l'apprentissage précoce sur l'expression des gènes et les jeunes. Ce qui conduit à remettre en cause l'opposition nature-culture, par exemple. Par exemple. C'est-à-dire qu'on a vraiment actuellement un foisonnement extraordinaire et qui pourrait intéresser le monde du sport, en particulier sur tous les problèmes, non seulement de la performance de haut niveau, parce que c'est extrêmement intéressant, sur les différences individuelles, mais qui sont d'origine génétique, mais au sens large, mais aussi le rôle du sport dans l'éducation, dans la formation du cerveau du jeune enfant. Extraordinairement intéressant. On peut maintenant avancer dans notre réflexion et envisager la question de la décision. Vous avez travaillé sur cette notion, sur ce phénomène, ce mécanisme. Vous dites par exemple, je ne fuis pas parce que j'ai peur parce que je fuis. On retrouve là presque une intuition de Spinoza. Lorsque Spinoza dénonçait l'illusion du libre arbitre, il disait que d'une certaine façon, très souvent, le corps anticipait la conscience que nous avons de l'action ou de l'intention. Merci, je suis très heureux d'être interviewé par un philosophe. Parlons un peu de philo. L'idée que l'émotion est une réaction est une idée qui a dominé un certain nombre d'écoles, y compris de neurosciences et de physiologie. Et l'émotion est importante dans le monde du sport, hein, le mental, l'émotion, etc. Et je pense qu'il y a... Enfin, de ma part, je trouve qu'il y a trop peu de travaux communs entre le monde du sport et sur ces questions d'émotion, bien qu'il y en ait maintenant dans les STAPS. Mais a dominé cette notion que l'émotion, c'est une réaction. Or, il y avait de grands précurseurs comme William James, qui avait déjà dit ça, que je ne fuis pas parce que j'ai peur, mais j'ai peur parce que je fuis. C'est-à-dire que c'était mon corps ému qui produisait une réaction de fuite dans mon cerveau, ça passe toujours par le cerveau, et qui ensuite induisait le sentiment de la peur. C'est William James, qui lui-même l'avait peut-être pris à des antécédents. Et d'ailleurs, il y a aussi une très grande influence des philosophes anglais aujourd'hui dans le domaine, y compris Locke, etc. Et puis, il se trouve qu'il y a un chercheur qui s'appelle Antonio Damasio. Damasio, qui a fait ce livre « L'erreur de Descartes », à partir d'expériences de neurosciences sur des patients ayant des lésions du cortex orbitofrontal, ici, Damasio a été, je crois, on peut dire, le premier ou un des premiers à réintégrer cette idée avec sa théorie des marqueurs somatiques, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on a un événement qui fait peur, le corps se met à transpirer, c'est pas le corps, c'est sous le contrôle de la partie du cerveau qui fait transpirer, qui fait le cœur s'accélère. Et il a dit, ce sentiment végétatif du corps ému va influencer l'analyse que fait le cerveau cognitif. Ici, dans le cortex frontal, il va y avoir une rencontre de ce que dit le corps ému à travers le cerveau des émotions amygdale. Ça va aboutir au cortex orbitofrontal, ici. Et là, il va y avoir une rencontre entre l'analyse cognitive du monde et ce qu'éprouve le corps ému. Le marqueur, un marquage somatique. C'est lui qui, en fait, a réintégré dans l'analyse des émotions aujourd'hui ce rôle fondamental dans la prise de décision de l'émotion
telle qu'elle est. Vous savez, les juges disent, ou les patrons disent, moi je prends des décisions avec ce qu'ils appellent en anglais gut feeling. Bon, c'était ça l'idée. Mais il fallait qu'il y ait des preuves expérimentales. Et ça n'est pas non plus étonnant, et j'en viens à votre question, si Damasio a fait un livre sur Spinoza, puisqu'il a lu Spinoza, et il a tout d'un coup découvert en disant, mais Spinoza avait dit ça longtemps avant moi. Et aujourd'hui, effectivement, la pensée de Spinoza, y compris dans son aspect irrévérencieux, disons, employant le mot vis-à-vis de la religion et de l'existence de Dieu, etc., est actuellement beaucoup cité. Donc, il y a maintenant effectivement une rencontre extrêmement intéressante entre des données concrètes de neurosciences sur ces sujets et des traditions philosophiques avec un débat interdisciplinaire. Et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui, pour les jeunes, et même dans la pratique, je dirais, dans la pratique, puisque le sport est une pratique, puisque nous sommes là autour de l'homo ludens, et aussi dans un lieu consacré au sport, c'est aussi là que des débats intéressants ont lieu. Notre volonté d'agir est-elle libre? Est-ce que ça a un sens pour le neurophysiologiste que vous êtes? Non seulement ça a un sens, mais ça a un sens dans la mesure où c'est une question qui n'est pas résolue. C'est une question qui, comme toutes les grandes questions, a probablement plusieurs réponses. Et on en vient à ce livre de Pétrarque avec des questions qui étaient posées aux élites romaines et dont les réponses étaient talmudiques. C'est-à-dire que cette question est extraordinairement intéressante. Elle est intéressante parce que je pense qu'elle a de nombreuses réponses. Et c'est ça la tolérance. C'est ça la capacité dont nous a doté l'évolution. Alors là, vous voyez, je sors du cas scientifique, mais vous m'y obligez. C'est-à-dire que c'est parce que nous devons donner à cette question des réponses multiples que nous sommes des hommes et des femmes. C'est-à-dire nous avons la capacité de lui attribuer le sens que nous souhaitons. Alors, ceci étant dit, elle s'est par exemple posée très récemment dans ce travail que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure, que nous venons de faire sur ces hommes, ces femmes maintenant, malheureusement, et ces enfants maintenant, puisque je m'intéresse énormément aux enfants de la guerre et aux enfants qu'on prend à l'adolescence et qui ont fait tuer de façon répétitive des gens. Cette question de free will, nous l'avons posée à propos justement de ces gens qui ne sont pas des criminels, puisqu'ils sont encadrés dans des normes sociales, etc. Est-ce que finalement, au moment de tirer sur la gâchette, ils le font avec un esprit libre? C'est une question sur laquelle il faut être très modeste, parce que interviennent des contraintes, des normes sociales, des croyances imposées, interviennent des aspects personnels, peuvent intervenir des formes variées de pathologie, de psychopathologie, mais ces gens ne sont pas c'est pas des serial killers. Interviennent des notions de jeu, de risque, de pouvoir, etc. Donc, je ne vais pas vous répondre, mais je vais dire que c'est une question fondamentale pour les neurosciences aujourd'hui, aux frontières avec le domaine. Bien. Alors, se demander si le demi de mêlée qui prend la balle de la mêlée et qui doit décider à qui il va passer le ballon, le fait avec un free will, c'est une bonne question. Ou bien, voilà, pour revenir à une chose plus concrète de notre discussion. Mais c'est finalement pas très différent. Parce que moi, je suis devenu pas un fanatique, mais intéressé par le rugby parce que j'ai 7 petits-enfants. Et sur 7 petits-enfants, j'en ai 6 qui pratiquent le rugby ou qui l'ont pratiqué, y compris en Irlande.
2 d'entre eux qui sont maintenant dans les jeunes juniors du Connemara Conart. Et donc, j'ai dû m'y intéresser. Je trouve que c'est un jeu absolument passionnant parce qu'il regroupe l'ensemble des questions dont nous posons. À la fois le corps, la stratégie. Et ce demi-mêlée, il doit prendre une décision qui tient compte à la fois de choses très proches sur le corps, de stratégie et aussi de critères généraux. Voilà. Donc, votre question pose à la fois des questions philosophiques générales, mais en même temps des questions très concrètes sur la prise de décision. S'il n'y a pas une certaine liberté, entre guillemets, qu'en est-il de la responsabilité morale? Alors, vous êtes très, très soucieux de l'aspect éthique ou moral des choses. Lequel d'entre nous ne restera pas toute sa vie à la fois admiratif et stupéfait du geste de Zidane? C'était extraordinaire, dans lequel tout a été intégré, les grandes valeurs morales, les grands enjeux, la prise de décision, le geste. Oui. Je parle, vous voyez, vous savez tout de suite de quoi je parle. Oui, bien évidemment. Le monde entier, exactement comme nous savons où nous étions lorsque les tours de Londres, de New York ont été attaquées. Oui, bien sûr. Le problème du libre arbitre, le problème de la décision, qui revient aux sportifs dans des enjeux majeurs comme ça, puisqu'il y avait un enjeu majeur là, hein, si j'ai bien compris, enfin, nous l'avons tous compris, c'est un très beau sujet et un sujet très difficile sur lequel il faut être à la fois très rigoureux, très ouvert et qui est un beau sujet. En tout cas, on ne peut pas réduire la question de la décision au libre arbitre, puisque, vous le montrez, des travaux le montrent, la décision, elle est présente chez le poisson, par exemple. Oui, alors, décider, oui. Donc, la décision est actuellement un des grands sujets des neurosciences modernes pour lequel il y a des travaux. Enfin, pratiquement, la décision, elle est prise à tous les niveaux du système nerveux central du cerveau. Chaque neurone, un neurone, quand il se met à faire un spike, comme on dit, il prend une décision qui est liée à l'état de la membrane. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui intéresse les neurosciences à tous les niveaux, depuis les aspects les plus moléculaires jusqu'aux aspects les plus moraux. Vous savez, j'ai été invité par le réseau des grandes écoles de la fonction publique, c'est-à-dire tous les grands domaines, à faire un exposé sur les décisions absurdes. C'est extrêmement intéressant de voir le réseau des cadres, des écoles des cadres de la fonction publique s'intéresser à ça. Et il y avait un colonel de l'armée française qui a fait un bel exposé sur toutes les décisions absurdes qui ont été prises par l'armée française depuis Louis XIV. Là, les enjeux, c'était quelque chose. Il y a aujourd'hui, si vous tapez décision sur les bases de données mondiales, vous verrez qu'il y a des approches multiples de neurosciences chez l'animal, dans le domaine de la pathologie, la psychiatrie, et des modèles mathématiques. Et à Paris, nous avons par exemple, à l'école normale, Étienne Coquelin, qui est un polytechnicien, mais aussi économiste, un grand neuroscientifique, qui fait des études extrêmement intéressantes sur la prise de décision, et en particulier ce sujet que vous veniez d'évoquer, qui est la relation entre les aires du cerveau qui sont ici latérales, qui sont les aires de la règle, comme par exemple dans le sport, et les aires du cerveau que nous avons évoquées il y a un instant, dans la partie médiane, au fond, là, médio-temporale, qui attribue la valeur, la règle et la valeur. Il faut faire ça, mais ça, c'est bon ou pas bon. Et donc, il y a des recherches actuellement extrêmement intéressantes sur ce jeu, si vous voulez, entre le cerveau des valeurs, bon, pas bon, bien, pas bon, qui va me donner l'occasion de réussir, pas réussir, et les aires du cerveau qui sont impliquées dans l'élaboration des règles. Mais ce qui est intéressant, c'est, je reviens à ma question antérieure, c'est que, à propos par exemple du poisson, vous montrez qu'un seul neurone est impliqué dans la décision, entre guillemets. Vous parlez de la cellule de Motner. Hein. Oui, alors ça sont les travaux, en particulier en France, d'Henri Korn, qui a étudié chez le poisson. Ce neurone est absolument
extraordinaire, il est extraordinaire parce qu'en même temps, il nous donne une grande leçon. C'est que voilà, un neurone qui a une multitude de fonctions que je vais évoquer dans un instant, mais ça vous donne une idée de ce qui peut se passer dans notre cerveau. On en a des sommes fantastiques, d'accord? Bien. Donc ce neurone, la cellule de Mottler, c'est un neurone géant qui reçoit des informations sensorielles partout, y compris des informations vestibulaires d'ailleurs, et qui va provoquer chez le poisson deux possibilités, soit fuir, soit capturer. Et il est responsable en particulier de la fuite. Et ce neurone, il intègre finalement pas seulement des informations sensorielles, mais l'état interne de l'animal à un moment donné, la mémoire de ce qui s'est passé, des critères multiples. Donc c'est effectivement un véritable centre. Vous avez remarqué que je n'emploie pratiquement jamais le mot ordinateur, parce que le cerveau, c'est beaucoup plus qu'un ordinateur. Et on a un autre modèle semblable, un tout petit peu plus haut, chez le crapaud et la grenouille, que j'avais mentionné dans mon premier livre. C'est des études sur, cette fois, deux modules. Un module chez le crapaud qui va identifier tout ce qui est long et qui se déplace suivant sa longueur. Et quand il perçoit quelque chose qui est long, ça peut être une allumette ou un bout de bois, qui est long et qui se déplace comme ça, hop, il déclenche l'activité d'un réseau qui dit capture. Et puis, un autre réseau visuel qui va identifier tout ce qui est large et qui grandit. Je fais comme ça pour les caméras. Et ce réseau, ce n'est pas très difficile à réaliser avec des neurones, il va déclencher la fuite. Donc, c'est une décision avec deux comportements fondamentaux, fuir ou capturer. Et évidemment, ces deux réseaux sont en relation par l'inhibition réciproque. Parce qu'il faut qu'il y ait un système qui va décider entre les deux. Voilà. Donc, oui, la décision, il y a des formes élémentaires jusqu'à celles que nous pouvons prendre, nous, en élaborant, en tenant compte de notre culture, etc. Donc, face au danger, si je comprends bien, il y a trois réponses possibles: inhiber, se battre ou fuir. Oui, alors déjà, face au danger, Ledoux a montré, et nous l'avons aussi, qu'il y a deux grandes voies. Une voie très rapide, qui implique effectivement l'amygdale et qui déclenche un certain nombre de comportements que vous venez d'évoquer. Mais il y a une deuxième voie, donc une première voie. Quand je vois quelque chose qui bouge dans la forêt, qui a l'air d'être un serpent, première réaction, 100 millisecondes, c'est très rapide. Deuxième réaction, le traitement par le cortex, en particulier les voies temporales, de l'identité de la chose qui bouge, et je vois que ça a une tête triangulaire, c'est une vipère, ou bien ça a une tête longue et c'est une couleuvre, c'est pas dangereux. Donc, deuxième processus plus long d'identification. L'ensemble de tous ces mécanismes, et il y en a d'ailleurs peut-être plusieurs autres, permet trois réactions fondamentales. Effectivement, la plus fondamentale et la plus ancienne, c'est freeze en anglais, c'est-à-dire le gel. Quand on voit quelque chose qui a peur, et la première réaction, c'est de s'arrêter. Et moi qui suis maintenant un grand observateur des matchs de rugby, pardonnez-moi, mais c'est ma relation actuelle avec le sport. Autrefois, c'était la montagne. Je constate de temps en temps cette première réaction qui est très automatique et qui permet d'envisager. Et puis, il y a la fuite et il y a le fight. Alors, on pense actuellement que la fuite ou la bagarre est liée beaucoup à la distance à laquelle on est du danger. Quand on est très proche, évidemment, il ne reste pas grand-chose d'autre que la fight, la bagarre, et quand on est assez loin, éventuellement, la fuite. Donc il y a effectivement un répertoire inné de comportements sur lesquels on connaît un peu mieux les mécanismes aujourd'hui. Et lorsque vous analysez le cerveau, le fonctionnement du cerveau, non seulement vous insistez sur la prédiction, sur l'anticipation, mais aussi sur la mémoire. On est presque au plus près de Bergson, on retrouve Bergson. C'est-à-dire comme si notre activité, ou disons le vivant en général, était traversé par le temps. Comment penser le rapport du vivant et du temps, en se référant à
à la fois à la prédiction et à la mémoire? Je vais me permettre de vous faire la même réponse que celle que j'ai faite tout à l'heure concernant ces deux grandes notions, la mémoire et le temps. Je pense que, comme pour l'identité, comme pour l'attention, comme je pense aussi pour la conscience, chacun de ces termes au singulier recèle en réalité des mécanismes, des fonctions très différentes. Et qu'aujourd'hui, on ne doit plus parler de la mémoire, de l'attention, de l'identité, de la conscience, comme étant au singulier, ou de l'empathie au singulier. Pourquoi ? D'abord, nous savons que tous les éléments du vivant, comme d'ailleurs sans doute toutes les parties du monde physique, ont une forme particulière de mémoire. Un cristal est une forme particulière de mémoire. C'est la mémoire de la forme. D'ailleurs, mes amis physiciens me disent que l'inhibition-excitation, la dualité entre les deux, la physique l'a dit il y a longtemps. Nous savons qu'il y a la mémoire dite procédurale, la mémoire de comment on fait quelque chose. Ça nous permet, par exemple, d'apprendre à aller à vélo ou d'apprendre un geste sportif, de ne pas le faire pendant 20 ans et de le retrouver immédiatement. C'est quelque part stocké sous forme procédurale. Nous savons qu'il y a une mémoire épisodique, la mémoire des événements. Le fait que nous allons nous souvenir du fait que nous sommes ensemble, là, en ce moment, avec les caméras qui nous écoutent, l'épisode. Ou par exemple, le fait que, d'ailleurs, nous savons très bien où nous étions quand nous avons appris, pour notre génération, les tours de New York, là, et pour la génération, ou même la mort de Kennedy, moi je me souviens où j'étais, et la génération qui vient pour d'autres choses. Nous savons qu'il y a une mémoire sémantique, c'est-à-dire le sens, et que c'est des réseaux différents dans le cerveau qui traitent ces différentes mémoires. Donc, nous savons qu'un neurone a une capacité de mémoriser, que l'hippocampe va traiter des mémoires allocentrées, de l'espace, voilà. Donc, je crois qu'il faut penser à la mémoire, pas plus au singulier. Les rapports avec le temps. D'abord, c'est pareil pour le temps. Nous savons qu'il n'y a pas un temps. Le problème du temps, c'est un problème complexe. Il y a le temps subjectif, le temps des physiciens, le temps du vécu, le temps de notre entretien, etc. Donc, abandonnons l'emploi du temps. Et on parlera peut-être de l'espace après. Qu'on va abandonner aussi. Comment ? Qu'on va abandonner aussi au singulier. Oui, bien sûr, nous allons en reparler. Une des découvertes importantes des neurosciences depuis quelques années est effectivement la question des relations entre la mémoire du passé, c'est ça votre question, et l'anticipation du futur. Daniel Schacter, S-H-A-C-T-E-R, à Harvard, et une équipe à Londres en particulier, ont fait des travaux remarquables depuis une dizaine d'années et qui continuent maintenant sur les relations entre la construction des scénarios du futur et des mémoires du passé. C'est-à-dire ce qui se passe tout le temps entre nous. C'est-à-dire on passe son temps à aller chercher dans la mémoire du passé ce qui nous permet d'aller anticiper. Et quand on est un sportif, on fait ça. Hein. Et ce qui sort actuellement des données de neurosciences, en particulier d'IRM, c'est l'idée qu'il y aurait, pour les mémoires du futur, les scénarios du futur, des modules dans notre cerveau, des réseaux, qui seraient en registre avec les réseaux qui sont impliqués dans la mémoire du passé. Autrement dit, si j'essaie d'imaginer comment je fabrique quelque chose, les procédures, pour prendre mon vélo et partir en vélo et gagner le Tour de France ou la course. J'ai une certaine mémoire de la séquence des gestes que je dois faire pour ça. Si je veux maintenant essayer d'imaginer comment je vais le faire ou comment je vais faire ça différemment, eh bien, il y aurait une organisation dans notre cerveau de réseaux spécifiques qui vont imaginer comment je vais faire,
comment je vais imaginer dans quel contexte ça va se situer, l'épisode, ou quel sens je vais donner à mon geste. Parce que je vais éventuellement faire le même geste, mais pas avec le même sens. Même j'imagine, je sors de ma compétence, mais j'imagine dans un jeu collectif, je vais éventuellement faire une passe que j'ai apprise, mais je vais la faire avec un sens différent. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est que cela permettrait au cerveau de mettre en correspondance la préparation des scénarios dans le futur avec ce qui s'est passé de façon très efficace. Le problème global reste d'unifier tout ça, qui est le grand sujet. Et cette mise en relation très rapide des mémoires de passé avec le futur pose plusieurs problèmes qui sont étudiés actuellement. C'est par exemple le fait qu'il faut aller chercher dans le passé la mémoire pertinente. Et je me souviens qu'un jour, des sportifs étaient venus me voir il y a presque 20 ans sur les figures des sportifs qui font, on en avait parlé je crois il y a une dizaine d'années quand on s'était vu, sur la question de la perte de figure. C'est-à-dire d'aller chercher dans la mémoire, même très apprise, la mémoire qui est pertinente. Et il y a des pathologies aujourd'hui qui d'ailleurs impliquent le cortex orbitofrontal chez des patients qui n'ont pas la capacité d'aller chercher dans ce qu'ils ont appris les mémoires, d'aller sélectionner finalement les mémoires, y compris motrices, qui sont pertinentes pour anticiper ce que je vais faire après. Donc il y a toute une littérature de neurosciences aujourd'hui extrêmement intéressante, placée donc dans le temps, et pas seulement voyez, dans le passé ou dans le futur. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, je trouve, parce qu'il faut être un peu tourné aussi vers l'avenir et vers des sujets de dialogue possibles avec le monde du sport, c'est que ça remet en cause complètement l'identité. C'est-à-dire l'identité, ce que je suis maintenant, comme scientifique ou comme votre interlocuteur ou comme sportif de haut niveau ou professeur dans un lycée, cette identité que j'ai, qui déjà a plusieurs composantes, c'est en fait un extraordinaire processus dynamique entre mon passé et le futur. Et donc, il y a toute une série de recherches actuellement extrêmement intéressantes sur cela. Et peut-être, si je peux me permettre, parce qu'un scientifique, de temps en temps, se permet des hypothèses, ça serait intéressant de discuter avec des sportifs de haut niveau sur cette perception qu'ils ont d'eux-mêmes, de soi. Et ce qui leur arrive lorsque tout d'un coup, les prévisions de ce qu'ils voulaient faire ne correspondent pas à l'expectation, parce qu'il y a une remise en cause du soi, y compris dans son double. Donc cette question de la mise dans le temps met en cause aussi ce qu'on est. Voilà. Donc, et ça, c'est un mystère sur lequel nous, on travaille avec les patients, avec les psychiatres, mais peut-être ça serait intéressant d'en parler dans le monde du sport. Oui, et puis vous qui vous intéressez au dialogue philosophique avec un phénoménologue, la phénoménologie a beaucoup interrogé ça. Je pense à Ricoeur, par exemple. Ben oui, mais merci. Mais vous savez que j'ai cité récemment dans la Vicariance, d'ailleurs, et dans la Simplexité, les 3 grands chapitres de son livre « Soi-même comme un autre », d'autant plus que je m'intéresse, les neurosciences modernes on en parlera peut-être des neurosciences de la relation avec autrui, qui était la mêmeté, c'est-à-dire le fait que je suis comme vous, l'imitation, l'ipséité, dans laquelle il fait intervenir justement le soi, l'identité du soi par rapport à l'intersubjectivité. Vous allez me dire si j'ai bien lu Ricoeur. Et la 3e identité, qui est l'identité narrative, c'est-à-dire soit dans l'histoire de ce qu'on est. Et du récit. Et du récit dans le passé et dans ce qu'il comporte aussi d'anticipation du passé. Nous allons envisager maintenant la question de l'empathie. J'ose à peine l'utiliser au singulier. Je vous remercie. Néanmoins, puisque vous avez écrit un livre où l'empathie est au singulier, je crois, la capacité... Personne n'est parfait. La capacité de comprendre les intentions de l'autre est l'une des caractéristiques du cerveau, en particulier humain. Peut-être
Pouvez-vous nous définir l'empathie, processus, phénomène, et en même temps montrer la place de l'empathie, par exemple, dans le jeu, et plus particulièrement encore dans l'activité sportive? La question de l'empathie est aujourd'hui une question intéressante. Elle est intéressante parce que on peut acheter une machine à laver empathique, une voiture empathique. On dit que l'autisme, c'est l'empathie, la schizophrénie, c'est l'empathie. Le travail en groupe, j'imagine une équipe de football, doit être empathique. C'est-à-dire qu'il y a un abus du terme, au singulier. En réalité, il s'agit du sujet général, de la relation avec autrui, du partage des émotions, du partage des intentions, qui est un grand sujet à la fois philosophique et en psychiatrie, etc. Alors, les philosophes allemands, Lipps, Vischer, avaient défini ou s'étaient intéressés à ce concept. Et j'ai eu la chance de travailler avec Gérard Jorland, historien des sciences, qui m'avait initié à ce sujet. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, si tu veux faire quelque chose de bien dans ta vie, tu travailles sur l'empathie. À l'époque, je ne savais pas très bien ce qu'était ce concept. Et ils avaient distingué deux grands modes d'interaction avec autrui. Ils avaient distingué la sympathie, sympathie, c'est être avec autrui en même temps, processus spatial, avait-il dit, et de partage des émotions, dans lequel on reste à sa place et on interagit avec autrui. Et ils avaient défini et étudié l'empathie, Einfühlung, c'est-à-dire se mettre dans le corps d'autrui en changeant de point de vue spatial et en éprouvant l'émotion à la place d'autrui, pas à sa place. Donc ils avaient distingué deux modes extraordinairement différents d'interaction avec autrui. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu et il y a une confusion entre ces deux modes fondamentaux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres possibles. Il y a une confusion parce que on a du mal à vraiment comprendre les mécanismes et les bases neurales, puisqu'on est là pour parler des neurosciences, de cette mise en perspective dans laquelle je me mets à votre place, sur votre chaise, pour comprendre ce que vous pensez de ce que dit Berthoz. Et si ce que je dis vous évoque de la joie, ou de la tristesse, ou du mépris, etc. Alors que je peux être plus tenté de vous voir comme vous me souriez, avoir l'impression que vous trouvez que ce que je dis est intelligent, agréable. Il y a aujourd'hui énormément de recherches en neurosciences sur ces questions et l'enjeu est donc important. Depuis un certain nombre d'années, nos amis psychologues et dans les neurosciences avaient aussi discuté un autre concept complémentaire qui est la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est le fait que même un enfant, assez jeune, très jeune, peut très bien comprendre les intentions de son petit camarade. Si par exemple il a une glace, il peut très bien comprendre que son petit copain veut manger la glace ou veut lui prendre un jeu, etc. La théorie de l'esprit qui se met en place visiblement assez tôt dans le développement, qui a été très bien étudiée en particulier par le psychologue Philippe Rochat, et qui est à l'origine aussi de la générosité, de la pensée éthique vers 5 ans, est une forme particulière de l'empathie. Et nous avons des discussions assez sévères actuellement avec nos collègues pour savoir si les mécanismes de la théorie de l'esprit sont proches de ceux de l'empathie. Bien. Donc vous voyez déjà que ça n'est pas simple, puisqu'il y a au moins 3 grands concepts, sympathie, empathie. Il y a des recherches extrêmement intéressantes qui sont menées, et des modèles qui ont été menés
par Jean de Séty, particulièrement, qui est un des grands spécialistes de ce domaine. Il est aux États-Unis maintenant, qui a été un des premiers en France à faire des études d'IRM fonctionnel sur la question de ce qu'on pourrait appeler la perception d'autrui à la première personne. Là, moi, je suis dans le studio et je vois ce studio et vous, de mon point de vue, et les bases neurales, les changements de réseau qui sont impliqués lorsqu'on est à la troisième personne. Par exemple, je sais qu'il y a des collègues là derrière les écrans de la régie qui nous voient, et ça, c'est à la troisième personne. Bien. Donc, il y a besoin aujourd'hui de travailler sur ces questions que moi, je considère comme étant à la première personne, la troisième personne, et c'est ce que nous faisons avec des patients neurologiques, avec une philosophe, Bérangère Thiriou, avec laquelle nous avons développé un modèle qui est le modèle du funambule. Je ne vais pas vous le faire, mais je le fais faire à des milliers de gens. Je leur demande, nos spectateurs pourront le faire de lever leurs bras, et en face d'une audience, très vite, vous leur dites « faites comme moi le plus rapidement possible », vous faites comme ça, et vous verrez que la plupart des gens font en fait comme ça. C'est-à-dire qu'ils restent à leur place, ils utilisent leur système miroir, ils sont en contagion émotionnelle, ils sourient quand on sourit, ils restent à leur place, mais ils ne se mettent pas à votre place. Et nous avons donc été à Lausanne et nous avons montré que dans cette tâche, qui est un modèle utilisé actuellement en pédopsychiatrie à la Salpêtrière chez les enfants avec des psychologues, nous avons montré que ce sont des réseaux différents du cerveau qui sont impliqués lorsque on est en sympathie, lorsqu'on est simplement en relation émotionnelle d'interaction face à face, et lorsque vraiment on essaye de se mettre à la place d'autrui, comme si par exemple actuellement je me mettais à la place des caméramans qui sont là, même si je ne dois pas les regarder, je sais qu'ils sont là, je peux me mettre à leur place. C'est des réseaux différents. Et ce qui est intéressant, c'est que ces réseaux différents sont pour partie aussi ceux qui sont identifiés par les neurologues comme étant impliqués dans ceux dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire les phénomènes de sortie du corps, d'autoscopie, les gens qui se voient en double, mais sans qu'il y ait de changement de perspective, ou déautoscopie, c'est-à-dire avec des changements de perspective. Donc il y a là un champ aujourd'hui aux frontières neurosciences, psychiatrie, et important dans les neurosciences sociales, avec des travaux multiples et des débats assez sévères avec des collègues sur cette différence, puisqu'il y a actuellement des collègues qui estiment que l'empathie, le concept est entièrement couvert par ce qu'ils appellent l'empathie émotionnelle, et qu'il y aurait un autre processus qui serait de changement de perspective, cognitif, purement rationnel. Et j'y vois là, moi, personnellement, une résurgence d'une distinction entre émotion et raison, alors que je pense qu'il faut, au contraire, chercher la multiplicité des mécanismes. Voilà. Donc un sujet important sur lequel il faut éviter aujourd'hui de caricaturer. Et lorsqu'on parle d'empathie, on retrouve le dédoublement et, par exemple... On retrouve les mécanismes de dédoublement. Je dois, pour être empathique avec vous, prendre mon double, le mettre, faire une sortie du corps, le mettre dans votre corps et me regarder avec un Berthoz dans votre corps. Et j'ai actuellement développé des paradigmes de double miroir qui sont utilisés chez des psychiatres à Brest, à Pise, à Rennes, à Poitiers, pour essayer d'étudier ces problèmes d'empathie, puisque dans ces pathologies, il y a des déficits. Et c'est au cœur aussi de l'activité sportive. Alors, au fond, le rugbyman qui est dans la mêlée, il doit avoir en même temps une sorte de vision décentrée. Alors c'est au cœur. Donc vous voyez, ce chantier est au cœur de l'activité sportive, à la fois dans la pratique du sport, des sports collectifs ou des sports à deux ou même des sports de combat, dans lesquels en permanence il faut être en train non pas simplement d'être impressionné par ce que fait l'autre, mais par ce qu'il a l'intention de faire et son intention.
mais aussi dans l'apprentissage, dans la relation entre, permettez-moi de le dire, entre l'entraîneur et l'entraîné. Et c'est aussi pour ça que cette question intéresse en Italie, en particulier les universités italiennes, sur la pédagogie, la didactique, et les rhétoriciens aussi, sur les problèmes liés à l'utilisation de la rhétorique. Mais effectivement, c'est important, à la fois dans la pratique du sport et aussi dans l'apprentissage. Et dans la représentation aussi que l'on se fait du sport. Si l'empathie est une donnée essentielle. Mais c'est pour ça que oui, dans la représentation comme spectateur, dans la relation, par exemple, dans un stade entre le spectateur et le joueur, j'ai mentionné tout à l'heure le fait que les spectateurs qui pratiquent le sport simulent dans leur cerveau beaucoup mieux et donc ont la possibilité d'être plus en empathie avec le joueur que ceux qui ne le pratiquent pas, pour qui il s'agit d'images finalement jouées, bien sûr. Et puis en même temps, l'image du sport à un niveau peut-être plus symbolique, mais ça c'est une autre conversation. Parce que quand il y a une pédagogie de l'empathie, entre guillemets, ça permet aussi de mesurer les déficits d'empathie et ces phénomènes dont nous parlions tout à l'heure, que sont à la fois les comportements criminels ou les pathologies, simplement. Mais ce que je veux dire, c'est il n'y a pas de pédagogie sans empathie. Il n'y a pas de pédagogie sans empathie. Nous sommes dans une culture, en France en particulier, et moi je l'ai senti quand je suis parti aux États-Unis il y a 40 ans. Nous sommes dans une culture dans laquelle l'enseignant doit proposer des choses à l'enseigner, pas dans la pratique du sport, dans lequel il y a un échange sans doute. Aux États-Unis, je pense, dans cette culture-là, l'enseignant apprend presque autant de l'enseigner. C'est-à-dire que enseigner, c'est essentiellement, finalement, essayer de comprendre ce que l'apprenti peut vous apprendre, peut innover. Donc, effectivement, il ne peut pas y avoir de pédagogie sans de véritable empathie. Voilà. Pas seulement d'imitation, parce que imiter, c'est imiter ce que je fais déjà. Mais être en empathie, c'est la tolérance et la capacité de laisser l'autre libre d'inventer autre chose que ce que je veux. Moi, c'est pour ça que quand je suis entré à l'école des mines et que Bertrand Schwartz m'a dit « Je suis là pour former des ingénieurs, mais si vous voulez faire quelque chose, allez faire ce que vous voulez. » Et que j'ai fait de la psycho. Mais c'est ça l'enseignement que moi j'ai reçu de mes maîtres, et j'ai eu la chance de trouver des hommes. Schwartz, Wissner, Curien, qui nous a permis de faire des expériences dans l'espace, alors qu'on on n'avait aucune compétence. Dans le cadre de cette réflexion sur l'empathie, cette capacité à comprendre les intentions de l'autre, comment faire intervenir l'idée de compétition? Empathie, coopération, compétition? Mais déjà, ce qui se passe dans notre cerveau au cours de l'empathie, surtout dans un contexte social, c'est une coopération et compétition entre différents systèmes, c'est-à-dire des systèmes qui concernent mon émotion, la vôtre, surtout qu'une des propriétés fondamentales de l'empathie, c'est d'être capable d'inhiber l'émotion qu'autrui vous montre, puisqu'il s'agit d'aller imaginer, en quelque sorte, ressentir l'émotion d'autrui. Donc, en fait, les processus empathiques sont des processus qui, par eux-mêmes, dans notre cerveau, mettent en coopération, en compétition, différents points de vue, différents aspects. Donc, c'est ça la richesse, à mon avis, extraordinaire de ce concept d'empathie, si on veut bien lui accorder cette richesse-là. Et cela reflète peut-être un des aspects des questions de coopération-compétition. Alors, est-ce qu'en fait, l'homme ou la femme est un animal qui, par essence, est généreux, bienveillant, souhaite le bien d'autrui, ou bien est-ce que c'est un descendant des dinosaures qui cherche à avoir sur autrui le pouvoir y compris d'ailleurs de le comprendre, de le capturer, parce que l'empathie, c'est d'une certaine façon la capacité de capturer, de se mettre dans autrui. C'est un très grand débat
qui dépasse peut-être notre conversation d'aujourd'hui. Oui, mais enfin, ça s'applique à la question sportive, parce que le sportif, à la fois, il peut témoigner d'un altruisme, peut-être un altruisme inscrit dans la lignée, retenu par l'évolution, mais également peut-être une domination. Là, on retrouve l'opposition non pas entre la coopération et la compétition, mais entre l'altruisme et la domination. Oui, vous avez raison. Effectivement, le sport est un magnifique modèle de ces facultés, tentation, tendance, instinct, contradictoires et complémentaires qui sont ceux de la compétition et de la coopération. C'est pour ça d'ailleurs que le sport est un très bel apprentissage, une très belle école de la nature. En quelque sorte, on pourrait dire que le sport est une espèce de modèle finalement de ce qui se passe dans la nature sans en avoir en principe les conséquences néfastes ou sans en aboutir à ce à quoi l'amour peut aboutir. Mais c'est vrai que le sport, les sports, en particulier les sports collectifs, mais aussi certains des sports individuels, sont une magnifique, non pas représentation, mais un scénario en quelque sorte, comme est le théâtre pour la vie, de ce qui sont les rapports de compétition, de domination dont nous avons hérité dans l'histoire de l'évolution. Tout cela suppose une ritualisation efficace. Il y a des ratés de la ritualisation, on le sait bien. Oui, là vous employez un terme extrêmement important et effectivement, dans le sport comme dans toutes les activités sociales humaines et chez les animaux d'ailleurs, on trouve des rites, des symboles et c'est ça qui est intéressant.